Des caravanes de chameaux au train à grande vitesse. L'histoire a comme un air de déjà-vu, sauf que le maître du jeu, lui, a changé. Il y a plus de 10 ans, la Chine a lancé ce qu'elle a appelé son projet du siècle, les nouvelles routes de la soie. Alors, est-ce que c'est un plan généreux pour connecter le monde et booster la croissance, ou est-ce une stratégie pour redessiner l'économie mondiale à son image? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder la vision d'ensemble du projet. Ensuite, on va s'intéresser aux critiques, et pas des moindres, puis on plongera dans un cas d'école très parlant avant de se demander, au final, à quoi pourrait ressembler le futur. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est, au juste, que cette fameuse initiative, la ceinture et la route? On l'appelle aussi BRI, et elle a été lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping. En fait, le projet a deux bras, si on veut. Le premier, c'est la ceinture économique, qui est terrestre. Le second, c'est la route de la soie maritime. Et le but derrière tout ça, il est assez clair. Il s'agit de tisser une toile d'infrastructure pour créer un nouvel ordre économique mondial, avec bien sûr la Chine en son centre. Pour bien saisir l'ambition de la BRI, le mieux c'est de regarder un exemple concret, un projet phare, le corridor économique Chine-Pakistan, le CEPEC. Mais attention, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. On pourrait aussi parler du port du Pirée en Grèce, qui revit grâce aux investissements chinois, ou du chemin de fer qui a littéralement sorti l'Éthiopie de son enclavement. L'échelle de ce projet, elle est juste immense. Ce n'est pas une simple route, non, c'est un véritable corridor stratégique. Pour les pays d'Asie centrale coincés sans accès à la mer, c'est une bouffée d'air. Et pour la Chine, c'est une artère vitale, un raccourci qui lui fait économiser des milliers de kilomètres en mer et lui permet d'éviter des points de passage ultra sensibles comme le détroit de Malacca. Et le chiffre qui va avec, il donne le vertige, 75 milliards de dollars. C'est un investissement colossal, présenté comme la solution à certains des problèmes les plus graves du Pakistan. C'est clairement l'un des projets les plus chers et les plus ambitieux de toute l'initiative. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour le Pakistan? Eh bien, premièrement, ça s'attaque de front aux coupures de courant qui paralysent l'économie. Deuxièmement, ça fait miroiter la création de centaines de milliers d'emplois. Et enfin, ça attire des géants de la tech, comme Alibaba, avec l'espoir de lancer une vraie révolution numérique et, surtout, de rassurer les investisseurs étrangers. Et cette citation, elle résume parfaitement l'ambiance au Pakistan. Le CEPEC, c'est bien plus qu'un projet économique. C'est une question de fierté nationale, un levier jugé indispensable pour le développement. Le soutien populaire est très fort et les critiques internationales, eh bien, elles sont balayées d'un revers de main. Allez, on quitte cette vision plutôt optimiste pour aborder la face sombre du projet. C'est la critique la plus virulente contre la BRI, l'accusation de ce qu'on appelle la diplomatie du piège de la dette. Et pour ça, on part au Kenya. Voilà toute la question. Un miracle ou une catastrophe financière? Le chemin de fer kényan, le SGR, est vraiment l'exemple parfait pour comprendre les risques qui se cachent derrière ces méga-projets. Ce projet était tout simplement le plus grand chantier du Kenya depuis son indépendance. Mais ce qui est assez fou, c'est que la Banque mondiale et d'autres experts avaient préconisé une solution beaucoup plus simple et moins chère, rénover la vieille ligne existante. Et pourtant, c'est l'option la plus coûteuse qui a été retenue. Et là, les chiffres sont sans appel. Dès la première année, la ligne a rapporté 57 millions de dollars, mais elle a coûté 120 millions à faire fonctionner. Faites le calcul, une perte sèche de plus de 60 millions. On est très très loin du miracle économique annoncé. Le projet a coulé dès le départ. Et voilà le cœur du problème. Selon un rapport du gouvernement kényan lui-même, transporter un conteneur par ce train tout neuf coûte beaucoup, mais alors beaucoup plus cher que de l'envoyer par camion. C'est un comble. Comment voulez-vous que les entreprises l'utilisent et qu'il devienne rentable un jour? La question reste posée. Et attention, le Kenya n'est pas un cas isolé. Loin de là, prenez le Laos. La moitié de sa dette publique est détenue par la Chine. Et comme le souligne cette citation, le grand problème, c'est le manque de transparence. L'opacité autour de ces prêts rend l'évaluation de la situation quasi impossible, et ça ne fait qu'alimenter les craintes. On en arrive maintenant à l'exemple que tout le monde cite quand on parle du piège de la dette, le port de Hambantota au Sri Lanka. Vous en avez sûrement entendu parler, mais essayons de voir ce qui s'est réellement passé au-delà des gros titres. Voilà l'histoire qu'on entend partout. C'est simple, ça a l'air logique. La Chine, machiavélique, aurait tendu un piège financier au Sri Lanka pour lui prendre son port et en faire une base pour sa marine. C'est vraiment l'exemple parfait, l'archétype de la diplomatie du piège de la dette. Sauf que, quand on regarde de plus près, notamment une analyse très poussée du think tank Chatham House, on se rend compte que la réalité est bien plus compliquée. Et elle remet en cause presque tout ce récit. Alors, décortiquons ça. Premier mythe, le projet n'est pas une idée chinoise, mais une initiative du président sri-lankais. Deuxième mythe, ce ne sont pas les prêts chinois qui ont plombé le pays. En fait, ils ne représentaient qu'une petite partie de la dette totale. Le gros venait des marchés financiers internationaux.
Troisième point, et c'est crucial, il n'y a pas eu d'échange dette contre port. Une entreprise chinoise a payé 1,1 milliard de dollars pour un bail de 99 ans. Et avec cet argent frais, le Sri Lanka a remboursé ses créanciers occidentaux. Et enfin, le port n'est pas une base chinoise, l'accord est clair, la sécurité reste sri-lankaise. C'est d'ailleurs là que la marine du pays a installé son commandement sud. Alors au final, que faut-il retenir après plus de 10 ans ? Ce qui est sûr, c'est que la BRI est une médaille à deux faces. D'un côté, une vraie source de développement, de l'autre, une source de controverse majeure. D'un côté, il y avait la vision de partenariat gagnant-gagnant et d'infrastructures vitales. Et de l'autre, la réalité, parfois dure, des pays étranglés par la dette et des projets éléphants blancs qui ne sont pas rentables. La grande promesse d'une nouvelle ère du commerce mondial se heurte aujourd'hui à des tensions géopolitiques et à de vraies questions sur la souveraineté nationale. La question de fond, elle reste donc entière. Est-ce qu'on assiste à un plan mûrement réfléchi par la Chine pour étendre son influence sur le monde, ou est-ce que c'est un gigantesque pari, un coup de poker économique et politique dont personne, pas même la Chine, ne connaît vraiment les conséquences finales ? Le débat est loin, très loin d'être terminé.